Nous voici de nouveau réunis avec Christophe et Tristan pour évoquer les 40 ans d'APM. On va parler maintenant innovation, on va rentrer dans les technos, mais j'ai envie de refaire un petit retour en arrière quand même, parce que 40 ans, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le domaine du data center qui ont cet âge. Quelles sont les technologies qui vous ont marqué jusqu'à présent? Celles que vous avez retenues, celles peut-être qui ont disparu et que vous regrettez, je ne sais pas. Allez, on va peut-être commencer avec Christophe. Alors, je vais évoquer quelques souvenirs d'anciens combattants, mais quand j'ai commencé à travailler donc chez APL, nous avions donc des salles qu'on appelait des salles informatiques, avec des très gros équipements, des énormes ordinateurs qu'on appelait des mainframes, notamment les fameux mainframes IBM. Et ces ordinateurs avaient la particularité, et ça va peut-être vous surprendre, d'être refroidis à l'eau. C'est-à-dire qu'on amenait sur ces équipements des gros raccords avec des gros tuyaux au standard américain à l'époque, hein, on appelait ça les raccords pompiers américains, et on amenait des quantités très importantes d'eau pour refroidir à cœur finalement les processeurs de ces mainframes. Et petit à petit, pour des raisons de compacité, de transport et liées aux technologies développées par les constructeurs, on a diminué la taille des équipements et on est passé à du refroidissement dans l'air. Et donc, ce qu'on a connu, c'était des climatiseurs qui refroidissent l'air de la salle en vrac. Hein, donc, il n'y avait pas d'aller chaud, d'aller froid. Donc, on refroidissait en vrac l'air de la salle. Et puis, les ordinateurs prenaient l'air comme ils pouvaient. Et ça le faisait très bien, puisqu'on avait des dissipations thermiques qui étaient de l'ordre de quelques centaines de watts au mètre carré. Et donc, il n'y avait pas besoin de canaliser l'air de manière spécifique. Et donc, quand sont arrivés les serveurs LAN dans des baies 19 pouces, on s'est retrouvé avec des densités de puissance beaucoup plus importantes, de l'ordre de 1 kW, 1 kW 5, 2 kW du mètre carré. Et là, on a commencé à rencontrer des difficultés pour refroidir les serveurs de manière adaptée et sans déperdition. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a confiné les allées chaudes et les allées froides pour d'un côté aspirer de l'air froid et de l'autre côté rejeter de l'air chaud et donc créer une circulation vertueuse de cet air correctement canalisé. Alors, je vais peut-être laisser Tristan poursuivre sur les nouvelles technologies qui arrivent depuis peu. Même déjà celles qui t'ont surprise sur ces 20 années où tu as travaillé avec Christophe sur le... Donc c'est vrai que l'arrivée de l'urbanisation en allée chaude, en allée froide, ça a été quelque chose quand même d'important dans l'évolution de notre métier, dans l'évolution de la configuration des salles informatiques. Après, on a eu au début des années 2010 justement cette augmentation de densité avec des systèmes de refroidissement toujours à air, mais en intermédiaire des baies informatiques qui permettaient d'avoir l'air au plus près des baies informatiques et d'augmenter la densité refroidie par air. Et maintenant, on atteint finalement la limite de ce refroidissement par air, avec quand on commence à dépasser 30-40 kW par baie, on se rend compte qu'on est à la limite du refroidissement par air, et c'est là qu'on passe au refroidissement à l'eau et au refroidissement direct à l'eau ou en immersion. Et ces technologies qui sont déjà existantes depuis quelques années, de manière un peu confidentielle, sont en train de se développer, notamment avec les enjeux liés à l'augmentation de la densité des infrastructures qui supportent l'intelligence artificielle. Alors, on rencontre encore peu ces technologies en France, hein. Par contre, aux États-Unis, elles sont déjà déployées de manière plus importante. Oui, la projection, c'est de dire qu'au-delà de 30 à 40% de l'infrastructure IT supportera de l'intelligence artificielle à horizon de 2028-2030. Ce qui nous oblige, nous, comme je le disais précédemment, aussi à réfléchir sur des infrastructures bâtimentaires qui soient résilientes et qui permettent d'évoluer vers cette nouvelle infrastructure, refroidissement à l'eau, alors direct, indirect, immersion, plusieurs technologies, justement pour permettre, dans une certaine proportion qui reste à définir, l'hébergement de ce type d'infrastructure. Alors, là, on l'avait déjà évoqué lors de la première vidéo. On sait qu'aujourd'hui, l'évolution, c'est vers de plus en plus de puissance au rack, comme tu viens de l'exprimer. Dans le même temps, c'est le support de l'IA
hein, qui devient extrêmement importante. Mais là, je dirais qu'à la limite, ce sont des innovations qui viennent de l'informatique et des usages et qui vont s'appliquer sur le data center. Donc, est-ce que le data center n'est pas en train de rechercher ses propres innovations? Parce qu'une des caractéristiques du data center, et en plus, quand on est dans des industries françaises, c'est qu'on est toujours en retard par rapport aux les Américains. Tu arrives de Washington, ce que tu as vu là-bas va arriver chez nous un peu plus tard, j'imagine. Probablement plus rapidement que les Mais dernières années, oui. voilà, Parce qu'il y a une quels accélération. sont, côté data center, quelles sont les innovations que l'on peut attendre aujourd'hui? La première innovation, c'est vraiment de réduire au maximum le PUE. Au-delà des aspects environnementaux, c'est aussi de réduire la consommation globale des data centers. Voilà, donc il y a un aspect environnemental, mais il y a aussi un aspect récupérer de la puissance électrique justement pour alimenter les futurs data centers. Donc ça, c'est un élément important. Et l'innovation, c'est vraiment de pouvoir intégrer ces systèmes liquid cooling, soit direct, soit indirect, soit en immersion, dans les nouvelles salles informatiques. Je dirais que c'est le plus simple, puisqu'on va concevoir et créer une salle directement pour ces infrastructures, mais aussi en rétrofit, donc en restructuration de salles existantes, pour intégrer ces nouvelles technologies dans des salles qui initialement n'ont pas été prévues pour. Et c'est là toute l'ingénierie, toute l'intelligence que nous, en tant que bureau d'ingénierie, on développe, c'est juste d'avoir cette capacité à conserver l'investissement qui a été fait au départ pour justement permettre aux data centers qui ont un certain âge d'accepter ces nouvelles technologies sans tout me jeter à la poubelle. C'est vrai qu'on parle très souvent des nouveaux, mais il y a du tout existant qui est énorme. Exactement. Alors, oui, je compléterai ce que vient de dire Tristan par quelques contraintes supplémentaires qu'apporte notamment le calcul à très haute densité. Donc, il faut plus de refroidissement, il faut plus de puissance électrique, mais ces équipements, de par leur densité, sont aussi plus lourds. C'est-à-dire qu'on a des baies plus lourdes, donc il faut poser soit sur une dalle béton, soit sur un plancher technique. Il faut donc que le bâtiment soit prévu pour ça. Or, les bâtiments qui ont été construits ces dernières années, depuis 10-15 ans, n'ont pas pris en compte ces particularités. Donc, il faut maintenant soit renforcer les bâtiments existants, soit créer de nouveaux bâtiments avec des critères de dimensionnement, des puissances électriques, de refroidissement et des poids supportables au sol bien plus importants. Donc, toutes ces contraintes amènent à penser les data centers différemment et c'est là-dessus qu'on travaille justement. Alors, en ne restant pas sur un marché strictement franco-français, mais en allant chercher finalement euh, non, ces déploiements d'innovation là où elles sont déjà, cela est déjà opérationnel pour pouvoir les prendre en compte dans nos conceptions. Peut-être un petit élément complémentaire, l'innovation, c'est aussi l'intelligence de l'ingénierie à avoir cette capacité à paralléliser certaines tâches. C'est-à-dire que les time to market, la durée globale d'un projet data center, et notamment les grands projets qui vont héberger des hyperscalers, sont de plus en plus courts. Et on a besoin de paralléliser finalement certaines études et commencer à construire le béton sans avoir terminé les études sur les lots techniques. Et notre capacité, c'est d'avoir suffisamment d'expérience, de compétences, de retour au terrain pour donner des éléments de conception, de dimensionnement aux gens qui font du béton, lancer la construction du béton qui nous permet de poursuivre et de finaliser les études sur les lots techniques et de paralléliser certaines tâches et de réduire globalement la durée du planning de travaux. Et ça, c'est important parce qu'on a des donneurs d'ordre, notamment des donneurs d'ordre internationaux et anglo-saxons, qui sont très focalisés sur la durée globale du projet. Évidemment. Alors, peut-être aussi une donnée importante à prendre en compte, c'est plus on a de puissance installée sur un data center, plus il faut refroidir et avoir des équipements qui évacuent ces calories à l'extérieur. Et plus la densité des équipements serveurs est élevée, moins la surface du bâtiment permet d'évacuer ces calories. Donc il faut trouver des solutions techniques, soit en toiture, soit autour du data center, qui permettent d'évacuer ces calories. Et l'acceptabilité finalement
tout cet environnement par les riverains doit être travaillé. Sinon, on risque de se retrouver dans un cas de refus de l'autorisation de réaliser le bâtiment, donc les autorisations administratives, soit éventuellement une levée de bouclier des riverains, comme on a pu le connaître dans le passé, et qu'il faut bien sûr anticiper, parce que dans ce cas-là, ça pose effectivement des problèmes sur le délai de réalisation. On peut stopper la construction pendant plusieurs mois, voire même carrément ne pas arriver au projet. Tout à fait. Et donc, il faut l'avoir en tête quand on fait de la conception. Voilà. Revenons un petit peu sur la notion de PUE. Oui. Il faut quand même rappeler que les efforts qui ont été formulés au cours des dernières années sont quand même très sensibles avec le refroidissement air, par exemple, le free cooling. On est arrivé à abaisser fortement le PUE. On a l'impression aujourd'hui quand même que ce qui reste, quoi qu'il arrive, même malgré tous les efforts que font les exploitants de data centers et que vous faites, vous, pour les accompagner, c'est qu'en fait, c'est l'informatique qui fournit toute la chaleur et qui consomme toute l'énergie. Donc, est-ce qu'à un moment donné, et comment vous associez aussi les constructeurs et les DSI à la réflexion, les constructeurs informatiques, je veux dire, hein, les constructeurs de serveurs, et les DSI à la réflexion sur la composition, l'architecturage et la gestion du data center? Là, on rentre dans un domaine qui est plutôt orienté sur l'utilisation et l'usage qu'on fait de l'informatique. Et finalement, nous, on a moins d'influence. Voilà, on n'aura pas cette capacité à influencer. On aide nos clients et les DSI qu'on accompagne sur justement l'évaluation de l'impact environnemental de leur système d'information dans la globalité. Donc, moins sur les usages parce que c'est pas notre domaine de prédilection, mais par contre sur la manière de concevoir les infrastructures techniques et avoir cette capacité à mesurer l'impact environnemental d'une VM, d'une application, d'un cloud. Et ça, c'est quelque chose qu'on apporte aux clients d'avoir déjà, avant même de réduire l'impact global du système d'information, c'est de pouvoir le mesurer. Et voilà, ça, c'est vraiment la première étape. Et après, donner les outils à la DSI, à l'informatique, pour justement travailler sur tel ou tel sujet, soit la manière dont ils conçoivent l'application, soit la manière dont ils architecturent leurs infrastructures physiques, justement pour réduire cette empreinte globale, y compris sur la partie data center. Ok. Bah, écoutez, messieurs, je vous propose de terminer cette session sur une petite question toute simple. On a parlé donc de l'évolution des architectures. On n'a pas parlé de l'évolution du béton, mais on sait qu'on est de plus en plus vers de la récupération et des bétons bas carbone. Donc on est sur, il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus. J'imagine que vous travaillez dessus. Peut-être une question intermédiaire avant de poser la dernière question. Vous avez un lab d'innovation? Oui. Il fait quoi chez vous? Alors, c'est important d'expliquer ce que fait notre lab, qui est une création. Donc, le lab by APL chez nous, c'est finalement, depuis 3-4 ans maintenant, la consolidation de toutes les innovations, de toute cette réflexion qu'on portait depuis de nombreuses années. On a été les premiers en France, il y a plus de 15 ans maintenant, à faire de la simulation numérique des fluides sur les salles informatiques. Et maintenant, on fait de la simulation sur l'extérieur des bâtiments. Comme Christophe le disait, la terrasse, l'extérieur devient un élément important, primordial dans la conception des data centers. Et la simulation numérique des fluides est un élément sur lequel on a travaillé en innovation depuis plusieurs années. Et donc, on a des projets qui sont très orientés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment sur l'exploitation et la maintenance des prédictifs des data centers. On a des sujets d'innovation liés au réseau et à la virtualisation du réseau et des innovations liées à la réduction de l'impact de la consommation électrique des data centers par rapport au fonctionnement mixte à air et à eau au niveau des salles informatiques. Alors, ma dernière question, on a parlé IA, on a parlé HPC. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce qui va arriver après, selon vous, en dehors du quantique, parce que nous on en parle un petit peu aussi, donc tout le monde en parle, mais on sait que ça va arriver, et on sait que c'est pas forcément un problème pour les data centers d'ailleurs, c'est plutôt un problème informatique, hein, très clairement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver pour demain?
Alors, moi j'ai connu le passage des processeurs traditionnels au CMOS, et à ce moment-là, on a prédit que le data center, finalement, n'avait plus de dette, parce que le CMOS n'allait plus rien consommer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la croissance de la demande a largement rattrapé la miniaturisation et la réduction de puissance de ces nouveaux processeurs. Euh, Bon, on parle du quantique, effectivement, ça peut avoir un impact sur les consommations et sur l'aménagement des salles. Mais là, j'avoue que pour l'instant, on reste quand même encore un peu dans l'expectative. On a beaucoup à faire déjà avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu difficile de faire la prospective à ce stade. Vous pouvez nous faire un peu rêver? Alors, revenant de Washington, les Américains ont quand même un certain nombre de superlatifs. Et c'est vrai que c'est assez enthousiasmant, c'est excitant d'être dans un domaine, finalement, dans une révolution. On a été dans une évolution de notre domaine data center. On voit cette révolution de l'intelligence artificielle et les grandes tendances qui sont données, c'est pratiquement un doublement du besoin en capacité d'hébergement à horizon 2030. Donc, ça nous laisse encore beaucoup de travail sur les 5-6 années prochaines, justement pour notre enjeu, finalement, notre objectif dans la lignée d'Organic Design, ce serait de permettre l'implantation et le déploiement de ces data centers. Il y a besoin de plus en plus de puissance, de plus en plus de mètres carrés, en préservant finalement notre environnement et faire en sorte que ces infrastructures de l'industrie numérique, qui est finalement cette nouvelle révolution, soient en symbiose avec notre environnement et préservent notre cadre de vie. Voilà. Ouais. Et ce qui veut dire longue vie au data center, donc longue vie à l'APM. Exactement. Merci, messieurs. Merci. Merci Yves.